Vraiment très très heureux de t'accueillir ici. On va parler littérature jeunesse, tes meilleurs conseils pour les 3-5 ans. Non, je déconne. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Exactement, tiens, c'est exactement de ça dont on va parler ce soir. Désolée. Ce Pour petit les moment déçus, où je fais... je suis navrée. Le petit moment où je fais peur. Non, avant de parler de ton parcours et de cette passion pour l'horreur, faisons connaissance, si tu le veux bien, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie, je le disais tout à l'heure. Vous pouvez toujours jouer avec nous dans le chat, vos réponses, je me ferai un plaisir de les lire, et puis Jodie ne les voit pas. Oui, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'elle les voit finalement. Allez savoir. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? Je dirais, alors, j'en ai plein qui me viennent en tête, donc c'est trop dur. Mais là, le premier qui m'est venu en tête, je dirais Alice de Patrick Sénécal, parce que c'est vraiment très très bien. Donc ça sera celui-là. C'est ma seule et unique réponse, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. C'est marrant que tu parles de lui. Merci beaucoup Mika pour le follow, ça fait plaisir. Patrick Sénécal, moi c'est Le Vide, c'est un de mes livres, un de mes très gros coups de cœur. Ah ouais, c'est trop bien aussi, ouais, Le Vide. Trop trop bien. Et donc ça me parle. Mais Alice, c'était le premier que j'avais lu et c'était vraiment... C'est ça qui a fait qu'après j'ai lu tous les autres, quoi. Il y avait quoi dedans comme ingrédient qui a fait que ce livre-là, il est... Boum. Table C'est tout. table C'est de tout ce chevet. que j'aime en horreur, tu sais. T'as un personnage, il arrive dans un endroit, et en fait, cet endroit, il est super bizarre. T'es presque dans un monde parallèle. En réalité, c'est pas vraiment un monde parallèle, tu vois, parce que dans l'histoire, c'est une fille qui arrive à Montréal. Et à Montréal, c'est complètement what the fuck. Et c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que elle débarque à Montréal et il lui arrive plein de trucs chelous. Et tous les personnages sont des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, mais à la sauce horrifique, quoi. Et il lui arrive tout un tas d'aventures hyper flippantes, tu vois, t'es dans une ambiance trop chelou. Et bah, c'est tout ce que j'aime, quoi, finalement. C'est tout ce que j'aime. Si tu étais un format, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, tu serais quoi? Euh... Grimoire. Je dis Ça poche. peut être sympa. Oui, oui, finalement. Finalement, ce serait ça, en fait. En réalité, ce serait ça. Grimoire. Et poche, pourquoi tu disais le côté Poche, pratique? parce que, en fait, sur le papier, je préfère les grands formats, tu vois, mais c'est plus facile à transporter un poche, c'est moins chiant. Et j'aime bien, j'aime bien les poches. Et puis, je suis toute petite, je fais 1m58, donc techniquement, je serais un poche. Si tu étais une maison d'édition parmi tous les livres qui passent entre tes mains, est-ce qu'il y a quelque chose qui te... ou une caractéristique d'une maison d'édition? Ben, moi, alors, ouais, je choisis, mais c'est old school, mais je choisirais les Pocket Terror à l'ancienne. C'était c'était des très vieilles éditions avec une collection énorme de bouquins d'horreur. Et t'as beaucoup de pépites là-dedans parce que t'en as plein qui sont pas réédités aujourd'hui. Et tu peux les trouver que sous ces éditions. Donc je choisirais Pocket Terror. Et de nouveau, il y a quoi là-dedans qui fait que ce côté collection... Ben ouais, c'est un peu un tout. T'as le côté collection, t'as ce côté aussi niche parce que du coup tu découvres des titres qui sont plus réédités aujourd'hui. Mais c'est le cas dans d'autres collections aussi, tu vois. Il y a les J'ai lu épouvante, il y a les Gore et tout. Et c'est des titres qui seront plus édités aujourd'hui parce que, bah, je t'avoue, je sais pas trop, peut-être parce que les maisons d'édition n'ont pas très très envie de rééditer ces titres. Et encore que bon, là ça commence, mais ça commence à être édité hein, de plus en plus. Mais ouais, c'est le côté collection et le côté aussi où tu découvres des trucs que tu découvrirais pas ailleurs que dans cette collection-ci, tu vois. Si tu étais un rayon dans une librairie, t'irais par où? Euh... Ouais, mais il n'y a pas de rayon horreur en librairie, c'est toujours fantastique SF, tu vois. C'est dommage. Donc je dirais fantastique SF. Mais ouais, il y a même la fantasy mélangée avec, hein, des fois. Mais y a pas vraiment de rayon horreur. Ça t'ennuie ça? Il devrait y avoir un rayon horreur. T'as envie de dire quoi au libraire? Ouais. Là, tout de suite. Bah, je trouve ça dommage parce que tu vois, quand tu regardes les librairies anglophones, t'as des rayons horreur dans les librairies anglophones, d'après ce que j'ai pu voir. Tu sais, je regarde des fois des vlogs sur YouTube de personnes qui, du coup, filment un peu leur book shopping là, dans des librairies et tout. Et t'as des rayons horreur enfin, dans les librairies anglophones, il y en a pas en France, donc je trouve ça grave dommage, ouais.
ce serait bien. Après, c'est un genre, j'ai pas le sentiment que ce soit un genre qui est encore qui est hyper populaire, tu vois, en France. Même si ça s'améliore, c'est toujours pas trop le cas, quoi. Donc, C'est une niche? Une niche de la ouais, niche? c'est ça. C'est vraiment le genre de niche, quoi, ouais, clairement. Mhm. Tu te sens un peu seul quand tu lis de l'horreur en France, ouais. Vous êtes quand même quelques-uns dans la crypte, mais on va en parler juste après. Hein. Ouais, c'est Encore, on vrai. se sent moins seul dans ces cas-là. Et au Ouais, voilà, je passage, me suis sentie moins seule avec la chaîne, mais bon, tu te sens un peu seul, quoi, sinon, tu te sens un peu seul. alors, Vie de Cassis, toujours de belles découvertes. Merci pour moi aussi. Et salut, Yes Silver. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir de passer la soirée avec vous. J'espère qu'elle est belle. Si tu étais un marque-page, avec quoi aimerais-tu marquer la page? Ouais, mais les marques, là, je suis en train de regarder, en fait, sur le côté. Mais moi, c'est avec des cartes postales. J'adore utiliser des cartes postales en marque-page. Parce que c'est plus grand, et du coup, c'est hyper pratique, et t'as des trucs hyper beaux sur les cartes postales. Genre, regarde, attends. Tu vois? Genre, j'ai des petites cartes postales comme ça. Ça, je trouve ça, je les C'est trouve trop classe. belles. Mhm. Tu vois, bah, c'est donc une carte postale. Si tu étais un C'est d'avis. personnage, ça peut être d'un livre, d'un film, ça peut être une série, d'autres choses. Carte blanche. C'est trop dur. C'est horrible. Ou la caractéristique, un trait de caractère d'un personnage qui te correspond bien. Si on devait faire connaissance avec toi. Moi, j'aime bien Jane Lane dans Daria. C'est Pourquoi? une série des années 90 qui était sur MTV. Ça n'a rien à voir avec l'horreur, hein. Ça n'a aucun rapport. C'est une série animée des années 90, un peu rock, avec un personnage qui s'appelle Daria et qui est hyper sarcastique et qui fait toujours des petites réflexions drôles. Enfin, t'es dans un lycée et elle a une amie qui s'appelle Jane Lane qui est peintre et j'adore ce personnage parce que bah, je la trouve juste extraordinaire. Elle a un style incroyable, une personnalité incroyable. Et puis, elle n'est pas parfaite, elle fait des erreurs quand même, mais je l'adore, je l'aime bien. Donc ce serait Daria. Ce serait Jane Lane dans Daria, du coup. Alors, si tu étais un temps de conjugaison, tu aimes lire quel temps, par exemple? Je sais pas. Je dirais le présent, tiens. Le présent. Parce que j'aime pas trop regarder en arrière et j'aime pas trop me mettre la pression avec ce qui va arriver, donc je dirais le présent. Si tu étais la musique ou la bande-son de ton parcours, en tant que youtubeuse, par exemple, tu mettrais quoi comme fond sonore? Alors, pas en tant que parcours. Ça représenterait pas mon parcours, mais je dirais l'album Unknown Pleasures de Joy Division. Pourquoi, en un mot? T'as envie de nous... Je suis sûr que des c'est gens vont un aller de mes- l'écouter après, mais oui. Parce Oui. que c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Je le trouve extraordinaire et je l'écoute, je l'ai écouté de mon adolescence jusqu'à encore maintenant, tu vois, sur Spotify où je l'écoute en marchant et c'est un de mes albums préférés, quoi. Et ça ne vieillit pas. Foncez. Ben, c'est Mais ça. après l'émission, pas tout de suite. Attendez un Ouais. peu. Si tu étais un signe de ponctuation sur ce joli clavier, Euh, le point d'exclamation, tiens. Parce que c'est vivace, tu vois, c'est vivace. Mhm. Donc ce serait ça, on va dire. et un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe, Mais c'est super dur, hein, en vrai. Bon, mais oui. c'est pas facile, hein. Mais franchement, est-ce que je t'ai dit que ce serait facile? Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Je dirais aimer, parce que je suis poète. Voilà, Il en faut dans ce monde de brutes. voilà, exactement. Faut de l'amour dans ce monde de brut. Parce qu'on parle d'horreur, mais voilà, faut de l'amour, quoi. C'est important. Et de nuances. On en parlait avec Jacques Saucé juste avant. On va encore en parler, à mon avis, au cours de cette fin de soirée en ta compagnie. Ça vient d'où le nom Les Livres de la Crypte? T'as dû le dire 1000 fois, mais il y a sans doute des gens qui ne savent pas du tout ici, et donc c'est... Ça vient d'où? C'est Ça quoi vient, cette crypte? ça vient d'une série mythique qui s'appelle Les Contes de la Crypte. Alors, initialement, c'est pas une série. C'est du comics. C'est du vieux comics, en fait, du très très vieux comics qui se base sur les EC Comics, qui sont des très anciens comics d'horreur.
et ça a été adapté en série. Et la série est extraordinaire, elle est mythique. Tous ceux qui la connaissent, c'est une référence mythique. Je me rappelle, moi, c'est quand j'étais petite en fait que je regardais cette série parce que ça passait sur M6. Et en fait, si tu veux, c'était t'avais un gardien, voilà, un gardien de la crypte qui t'annonçait chaque histoire d'horreur qui allait passer à l'écran. Et à chaque fois, j'adorais parce qu'il montrait son énorme livre là avec la couverture dessus de l'histoire qu'il allait présenter. Et c'est une série qui m'a tellement marquée qu'en fait, au début, quand j'ai commencé mon Insta, j'ai cherché un nom, mais alors j'ai galéré comme jamais parce que je me disais, je savais pas du tout quoi choisir. Et finalement, je me suis arrêtée là-dessus. Je crois que c'était à la troisième tentative de nom. Je me suis dit, celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien, donc je l'ai gardé. Voilà. Et le rire du squelette trop flippant, nous dit Anita. Ouais, c'est vrai. C'était excellent, nous dit Le Fanny. générique. Fan aussi. Il y a des fans. Ouais, hein. le générique, il est incroyable. À la fin, avec le rire là, et puis le cercueil qui s'ouvre là, ça te fait un petit jump scare et tout. Ah, c'était dingue. C'était dingue. Cette série, elle est dingue. Et il y a tous les épisodes sur YouTube d'ailleurs, si vous êtes intéressé. Il y a tous les épisodes. Voilà, sachez-le. Voilà. On va aller voir ça après l'émission. Je précise. Oui. Donc vous avez déjà l'album de Joy Division à écouter et les contes à aller voir. Qu'est-ce qui t'attire dans l'horreur? Puisque c'est un peu ton rayon, je charrie avec la jeunesse et les 3-5 ans. Quoique. Qu'est-ce qui t'attire dans cette littérature de l'horreur qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit parfois, j'ai l'impression aussi. Ouais, c'est vrai. Justement, en fait, moi, c'est depuis toute petite parce que j'ai commencé avec les chairs de poule, comme beaucoup d'entre nous. Oui, voilà, vous avez mon chien en vue aussi. Hein. Mais ouais, j'ai commencé avec les chairs de poule, je pense, comme beaucoup. Et ça m'a suivi en fait tout le long. Après, mes parents aussi, ils aimaient beaucoup l'horreur, donc forcément, j'ai commencé comme ça. Et ce que j'aime dans l'horreur, c'est qu'en fait, alors, il y a beaucoup de gens qui rigolent quand je dis ça, mais je trouve qu'au même titre que la fantasy ou que la SF ou d'autres genres où tu explores en fait autre chose, bah, tu sors de ton quotidien. Quand tu lis de l'horreur, tu sors complètement de ton quotidien. Il y a toute une culture horrifique qui est énorme avec des personnages qui sont mythiques, des thématiques aussi, comme tu dis, parce qu'en fait, les gens, souvent, quand tu parles d'horreur, ils peuvent penser que t'as qu'un prisme ou 2-3 auteurs et pas plus en fait. Alors qu'en réalité, quand tu lis de l'horreur et quand tu aimes un peu ça, tu te rends compte que c'est hyper vaste. Il y a énormément de choses et même si comme moi tu lis quasiment que de l'horreur toute l'année et tout, t'as jamais fini de découvrir des sous-genres, des trucs, des nouvelles thématiques, etc. C'est très très vaste et ouais, vraiment moi c'est le fait de sortir de ton quotidien parce qu'à chaque fois que tu ouvres un bouquin d'horreur, selon le bouquin que tu vas ouvrir, soit tu as un univers fantastique, c'est-à-dire que t'es complètement ailleurs, soit tu vas être dans le quotidien, dans un quotidien très très sombre, hein, très très noir, ça c'est sûr. Mais c'est pas ton quotidien et tu te distancies quelque part vachement de ce que tu lis quand t'en lis beaucoup. J'aime bien. Moi, j'aime bien sortir de mon quotidien quand je lis. Alors, il m'arrive de lire des bouquins qui sont beaucoup plus réalistes, mais j'aime quand même bien sortir du quotidien quand je lis, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, je dirais. Principalement, c'est ça. Alors, tu parlais Chair de poule, Joy Division, tu parlais de la collection aussi. Est-ce qu'il y a un côté nostalgique? Parce que souvent, quand on parle des références, et moi qui suis pas dedans à fond, je connais un petit peu. C'est vrai qu'on pense toujours à des choses du passé, voire il y a très longtemps. Ah ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un côté nostalgique? Est-ce que finalement on a un peu fait le tour? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir? Tu disais il y a un prisme très très large, mais finalement quand on en parle et qu'on a une grande référence à donner, on va chercher en général un peu plus loin dans le temps. C'est aussi ça, un côté nostalgique dans ces livres-là que tu aimes bien? Ouais, il y a vachement de ça. Parce que comme tu le dis très bien, c'est un genre qui est encore un genre de niche quand même, tu vois, en France. Et c'est vrai qu'effectivement, t'as ce truc très intéressant quand t'es fan d'horreur, je trouve, qui est le fait d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller fouiner. Parce qu'en fait, si tu veux trouver, si tu veux trouver d'autres choses, si tu veux découvrir des références que tu connais pas, etc.,
t'es toujours obligé d'aller un peu fouiner. Et j'ai le sentiment que, bien qu'on ait des trucs extraordinaires aujourd'hui en horreur qui sortent, et heureusement, hein, parce que sinon ce serait terrible si on avait vraiment rien, euh, t'as quand même ce truc d'aimer chiner, d'aimer regarder un peu des trucs d'occasion, tu vois, des vieux films, ce genre de trucs. Après, oui, il n'y a pas que le côté rétro, parce que ouais, il y a quand même des trucs, enfin, moi je sais que cette année j'ai découvert des bouquins, t'as des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire, et t'as encore des gens qui arrivent à créer du neuf avec des codes qui existaient déjà. Mais ouais, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même une grosse part de nostalgie, parce que même les vieux persos, les vieux films, etc., tu te mets plein de références en tête, en fait, que tu gardes pour tes futures lectures. Donc oui, des vieilles références. Donc il y a forcément un côté nostalgique, quoi, j'ai l'impression, clairement. Tu dirais quoi aux personnes qui pensent que les gens qui aiment ça, la littérature d'horreur, n'ont pas... Alors, c'est l'expression chez moi, c'est toutes les frites dans le même sachet. Je sais pas si ça vous parlera, je vous la donne, c'est cadeau. On en sent... J'ai Incroyable. l'impression, c'est une impression qu'on entend ça souvent en disant Oh, on aime l'horreur. Tu dirais quoi à ces gens-là, avec ce que toi tu sais? Ben, en fait, je trouve que c'est un raccourci qui est totalement stupide, mais c'est vrai qu'effectivement, t'as raison, hein. Quand j'ai commencé la chaîne, j'ai découvert qu'en fait, t'avais plein d'autres gens qui étaient comme moi et qui aimaient ça. Mais en fait, c'est juste que c'est pas, c'est stupide, hein, mais c'est pas le genre de truc que ouais, tu vas sortir spontanément à un repas ou tu vois, un truc comme ça. C'est pas un truc que tu vas sortir spontanément parce que tu sais qu'effectivement, les gens peuvent trouver ça bizarre, alors qu'en vrai, moi, je trouve ça stupide parce que regarde, bon, je te dis une connerie complète, mais les gens qui lisent de la fantasy, on va pas leur dire oui, ah, mais t'es super chelou en fait, t'as envie de devenir sorcier, tu veux quoi, tu vois. C'est quand même vachement bizarre, tu vois. Peut-être. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai qu'effectivement, mais t'as raison, hein, dans l'horreur, il y a vachement ce truc-là de dire ah non, mais, mais comment tu peux aimer. Moi, j'ai déjà entendu, mais comment tu peux aimer lire des trucs aussi horribles, quoi. Je veux dire, franchement, c'est. Non, mais c'est atroce, quoi. Mais non, en fait, enfin, c'est comme un. Moi, je trouve que l'horreur, c'est la même chose que n'importe quel autre genre littéraire, mais à même échelle, quoi. Quelqu'un qui aime lire de la romance, pour moi, bah, c'est pareil. Quelqu'un qui aime lire de la fantasy, c'est pareil. Quelqu'un qui aime lire de la SF, c'est pareil. Du policier, c'est pareil. En fait, je trouve ça triste parce qu'il ne devrait pas y avoir de honte à lire ça. Et c'est pas parce que tu lis de l'horreur que tu as forcément envie de tuer tout le monde ou bien que voilà, que tu es complètement psychopathe. Voilà, c'est totalement faux. Hein, c'est totalement faux. je pense, je pense être être saine d'esprit. En tout cas, je l'espère. Voilà. J'espère. Moi aussi, mais on l'entend aussi, et je vois vos commentaires, on le dit, tu disais dans la romance, dans la fantasy, les thrillers, moi j'en écris, on me demande régulièrement si j'ai envie de tuer tout le monde. Enfin, non, non, je suis plutôt gentil en vrai. Mais j'invente des choses moches, oui, j'avoue, mais c'est un truc, il faut le répéter, mais je trouvais que c'était important de te poser la question, parce que j'ai eu cette impression-là, moi, qu'on entendait encore trop ça, et je me dis, encore, malheureusement. Donc, on va en remettre une couche, et ben non. Donc, et pareil pour les films, hein, oui, Fanny, t'as raison. On peut regarder des films d'horreur et tout à fait Ouais, ça bien. aussi, ouais, c'est vrai, les films aussi. Ouais. Mm. C'est pareil. Euh, En parlant des histoires, c'est important pour toi qu'il y ait une toile de fond et pas uniquement horreur pour horreur. Ah oui, ah oui, mais j'arrête pas de le dire ça, mais je le maintiens. Hein. En fait, euh, si tu veux, je trouve ça complètement nul si tu ouvres un bouquin et que le bouquin, en fait, juste, c'est dégueulasse. T'as du sang partout, c'est crade. On va te dire, ouais, super, il se fait arracher une jambe, machin, etc. Et derrière, il n'y a aucun plot, il n'y a aucune histoire. Tu t'attaches à aucun personnage, il se passe rien. Parce que ça m'est déjà arrivé de lire des livres comme ça. Et là, c'est horrible parce que c'est horrible. Et puis, parce que tu sais que tu prends aucun plaisir de lecture, en fait. T'as presque l'impression que l'auteur ou l'autrice s'est juste dit je veux faire le truc le plus trash possible, mais il n'y a pas eu de recherche narrative derrière. Et là, c'est nul en fait. Ça devient nul. Mais là aussi, c'est la même chose pour tous les genres. Tu peux pas juste prendre un élément d'un genre et le mettre dans un récit sans rien, sans narration, euh, sans rien, et espérer que ça fasse quelque chose de bien, quoi. C'est pas possible.
Et ça, c'est un truc, oui, moi je trouve ça hyper important. Parce que j'avoue, le gore, c'est pas le sous-genre que je préfère en horreur. Mais pour autant, t'as des auteurs et des autrices qui savent très bien le faire parce que t'as une histoire derrière qui justifie le fait que ce soit aussi dégueu ou aussi trash, etc. Et je trouve que c'est hyper important parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi. À mon sens, hein, bien sûr, à mon sens. Et il y a des auteurs de thrillers comme ça aussi, du gore et pas beaucoup d'histoire. Et Anita qui nous dit j'ai souvent des réflexions comme ça, mais comment tu peux lire de l'horreur, je ne comprends pas. Bah désolé, elle dit. Mais j'aime ça et je dis ce que je veux. Exactement. Mais je trouve ça fou de devoir se justifier sur ça. Ouais. C'est l'occasion d'en parler, mais pour moi c'est tellement, tellement bête. Voilà, on lit C'est ce qu'on veut. stupide parce qu'en plus, ouais, c'est dommage parce que c'est l'un des seuls genres où tu dois te justifier d'en lire, quoi. Et je trouve ça hyper dommage, en vrai. Non, il y a Je veux 50 pas. nuances degrés aussi. Faut se justifier. Vraiment. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Effectivement. Et est-ce que tu aurais un exemple de... Voilà, on dit il faut qu'il y ait une histoire derrière, qu'il y ait un sens quand même à tout ça. Tu as un exemple à nous donner, tiens, ce soir, de Ah bah quelque chose qui oui. n'est pas gore pour gore, mais où tu as retenu aussi qu'il y avait une histoire qui t'a touché pour X ou Y raison. Il y aurait quoi dans tes conseils sur ce plan-là? Alors, j'essaie de réfléchir à ce auquel je pense. Il y a Moi, j'ai bien aimé. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que c'est quand même assez ignoble. Mais vraiment, je crois que c'est l'un des livres les plus horribles que j'ai jamais lu que j'ai jamais lu de ma vie, hein, encore aujourd'hui. Mais il y avait une histoire derrière qui tenait la route. Mais c'est vrai que c'est horrible. C'est Hansel et Gretel des Contes Interdits. C'était atroce. Franchement, c'est atroce. Mais c'est absolument, en termes d'histoire, ça tient la route. Il y a la saga L'Ogre aussi, de Louis de Maubois. Ça aussi, c'est horrible. Mais alors vraiment, c'est horrible, quoi. Quand t'es sensible, t'ouvres pas ce livre, c'est atroce. Mais là aussi, t'as toute une histoire. En fait, tu suis des personnages. Et du coup, tu suis les personnages dans toute leur progression. Et ça a un intérêt, quoi. Ça a un intérêt. Violaine de Charnage, qu'elle fait aussi, c'est dégoûtant, mais il y a une narration derrière. Enfin, il y a plein de plumes comme ça. Clive Barker, c'est assez trash, mais t'as une narration derrière. En fait, t'en as plein. En vrai, il y a plein d'auteurs qui font des trucs comme ça assez dégueux, mais ça tient la route, quoi. Et c'est pas facile, mais voilà, il y en a qui arrivent à le faire, quoi. Et Violaine de Charnage qui était avec nous il y a quelques mois dans cette boîte pour nous parler de ce livre. Si, je vais y arriver. Oui, La Villénologie oui. 3. Et je me rappelle, elle avait choisi de dévoiler la couverture. Elle avait fait du cover reveal dans la boîte, en direct. C'était vraiment cool. Trop bien. Et c'est chouette d'avoir la curiosité d'aller voir ailleurs. Et en parlant de ça, on le disait, la littérature horrifique, c'est beaucoup de nuances, beaucoup de genres. Tu conseillerais quoi pour commencer? Pour les gens qui hésitent, qui se disent ah, en écoutant Jody, les livres de la crypte, je me dis que j'essayerais bien une fois quand même pour me faire une idée. Tu leur conseillerais quoi? Mais ça, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question et je trouve ça hyper dur. Tu Mhm. sais pourquoi? Parce que euh, c'est hyper. En fait, la peur, je trouve, c'est un sentiment qui est hyper subjectif. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas peur de la même chose. Tout le monde ne sera pas effrayé par les mêmes choses et puis ne sera pas sensible aux mêmes choses, hein, horrifiquement, tu vois. Alors, après, t'as des romans qui sont juste mythiques et qui sont à lire, tu vois, dans le fantastique et dans l'horreur. Je pense à La Métamorphose de Kafka, tu vois, ça c'est un truc faut absolument le lire, c'est génial. En plus, c'est tout petit, tu vois, je crois que ça fait 70 pages, un truc comme ça. Où t'as un mec qui se transforme en cafard du jour au lendemain, il sait pas ce qui lui arrive. C'est mythique. Il y a Un bébé pour Rosemary aussi, c'est hyper simple, ça se lit super vite et ça introduit bien au genre. Je sais qu'il y a eu un film tiré de ce livre, mais je l'ai pas vu. Mais Un bébé pour Rosemary, c'est juste génial. En fait, t'as des classiques du genre Dracula, évidemment, Dracula, Frankenstein, tous les classiques en fait pour commencer déjà c'est bien parce que Le Portrait de Dorian Gray, tous ces classiques du fantastique déjà pour commencer c'est bien parce que ça introduit au genre et si on n'en a jamais lu,
Au moins, on peut savoir déjà si on aime bien ou pas. Tu vois, je pense au Horla de Maupassant aussi. Et après, t'as les classiques du genre, oui, voilà, Un bébé pour Rosemary, Je suis une légende de Richard Mason, les Kings, les Patrick Sénécal. Moi, je cite toujours les Patrick Sénécal parce que c'est tellement haletant que je trouve que c'est bien aussi. Les recueils de nouvelles de Frédéric Livin, c'est encore que, tu vois, Patrick Sénécal et Frédéric Livin, pour commencer, je sais pas trop parce que c'est quand même bien flippant, tu vois. Ça Donc dépend des jours. ouais, voilà quoi. Peut-être après les Kings et les classiques, quoi, tu vois. Peut-être après ça. Mais ouais, pour commencer, oui, déjà ça c'est bien, mais c'est tellement compliqué, je trouve, de conseiller des. Parce que c'est une question qu'on me pose hyper souvent et je trouve ça hyper compliqué, quoi. C'est tellement. En fait, justement, on n'y pense pas, mais c'est un genre tellement varié qu'en fait, tu sais même pas quoi conseiller aux gens pour commencer, quoi. Tellement il y a de trucs différents. Donc, compliqué. Et bonsoir Théo, merci beaucoup pour le follow, ça me fait plaisir. Sois la bienvenue. Mais a priori Tu parlais des peurs, mais on est connecté parce que la prochaine question, je vous jure, je l'ai prévue comme ça. Oh, incroyable. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Tu disais, c'est vrai que c'est très très subjectif, hein, la peur. Moi, par exemple, c'est que le Wi-Fi tombe en panne pendant mon live, tu vois. Et comme quoi, ça me fait très très peur. mais plus sérieusement, non, on ne ferait pas un livre avec ça, hein, les amis. C'est moche. Mais c'est vrai que bah, ça durait pas très longtemps, quoi. Ça durait quelques pages, tu vois. Alors, je peux le faire quelque chose, mais... Ah, tu crois? Il y a moyen, il y a moyen, mais je veux bien... Il y a moyen. Mais toi, qu'est-ce qui te fait peur? Je mens, hein, ça ne me fait pas... Enfin si, j'ai pas envie qu'il y ait une panne de Wi-Fi, mais j'ai d'autres idées. Hein. J'ai d'autres idées. Ah mais justement, puisque tu le disais, la panne de Wi-Fi. Allons-y. Qu'est-ce qui te fait peur, cher Jody? Alors... Moi, souvent, les récits qui me font le plus peur, c'est, tu sais, c'est les trucs je dis souvent ça, mais sous forme de creepypasta. C'est-à-dire des récits qui sont ancrés dans le quotidien. Souvent, tu as une personne, tu sais, qui te raconte le récit, comme si tu étais autour d'un feu de camp. C'est écrit un peu avec cette écriture-là. Et la personne te raconte un truc inquiétant qu'elle a vécu dans sa vie. Genre ça me terrorise. J'avais lu un récit comme ça. T'avais, pareil, il te racontait en mode creepypasta le truc. Et... T'avais genre un mec qui dormait, il entendait son perroquet parler en bas. Et à un moment donné, son perroquet, il se met à faire un bruit horrible et il descend. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me terrorise. Vraiment, étrangement, tu vois, j'adore l'horreur qui s'ancre pas dans le quotidien et où t'es dans un autre monde. Ça, c'est un truc que je kiffe. Mais c'est pas ce qui va me faire le plus peur. Ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est le truc du quotidien. La personne qui est allongée dans son lit, tu vois, et puis elle entend quelqu'un qui lui parle à l'oreille. Moi, tu vois, ça c'est bon, là, je suis terrorisée, tu vois. Ça, je suis terrorisée. Ça me suffit. Ça me suffit. Voilà. Mais étrangement, du coup, les choses les plus simples me terrorisent. Mais je suis pas facilement effrayée quand je lis un livre d'horreur, tu vois. Je suis plus visuellement effrayée, c'est-à-dire quand je vais regarder un film d'horreur ou quand je vais jouer à un jeu d'horreur, je vais être terrorisée. Et quand je lis, c'est très très difficile pour moi d'avoir peur, quoi. Très très compliqué. Salut Zut. Ah oui, la panne technique. Et je vous donne un exemple parce que j'adore faire ça. Vous pouvez jouer, hein, c'est très très drôle. Alors, il y a deux choses. Je vous donne deux exemples parce que c'est très amusant. Et ça vient de je ne sais plus quel film qui, quand j'étais petit, il y a quand vous prenez votre douche. À un moment, en général, quand vous avez des cheveux, vous fermez les yeux. À ce moment-là, demandez-vous ce qu'il y aura quand vous allez les rouvrir. Oui, c'est horrible ça. Et alors le truc, c'est que vous allez essayer pendant les 2 prochaines semaines de vous laver les cheveux avec les yeux ouverts. Et ça c'est très très compliqué. Et vous me remercierez. Et l'autre chose pour les gens qui conduisent, vous pouvez jouer, moi je joue encore à ça de temps en temps, c'est vous êtes en train de conduire et puis vous vous dites le rétro intérieur. Si j'y regarde, il y a quoi? Et en fait, vous dites pendant tout votre trajet, je vais quand même jeter un œil, voir s'il n'y a pas quelque chose. Tout le temps. Et alors, vous allez avoir un tic et un peu mal ici. Bref, sur ces bonnes paroles. Mais je te jure, tu viens de citer littéralement deux de mes pires, genre vraiment deux de mes pires hantises dans ma vie de tous les jours quand même. Oui, voilà. Ben, Anita, elle vient de le dire là dans le chat, je viens de voir là. Elle dit la Dame Blanche. Ben voilà, moi, j'avais vu une vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu l'avais vu. Enfin, je sais pas si c'était sur YouTube à l'époque. Mais il y avait eu tout un truc. C'était à l'époque du Slenderman et tout. Ils avaient mis une vidéo. Il y avait des gens dans une voiture.
Et il prenait une autostoppeuse. Et c'était un court-métrage, tu vois. Je crois que je suis pas sûre, c'était pas vrai, quoi. C'était un court-métrage. Et en fait, c'était pour alimenter un peu la légende de la Dame Blanche. Et ben, je te promets, j'étais terrorisée après. À chaque fois que j'étais en voiture, j'étais terrorisée. Donc là, le rétro, tu viens de réveiller une peur terrible en moi. Là. Terrible. Terrible. Horrible. Et la Dame Blanche, en fait, c'est vraiment du lobby, quoi. C'est les gens qui font du stop et qu'on prend jamais, qui à un moment ont inventé ça, je crois, pour qu'on se sente obligé de les prendre. Moi, c'est ce que j'aurais fait à leur place, de faire tellement peur aux gens. Il faut vraiment que vous vous arrêtiez pour prendre cette personne. Non, oui, c'est un peu les légendes urbaines et des choses comme ça. Ah, je suis désolée, dans les récits d'horreur, ça se passe jamais bien quand on prend des autostoppeurs. Donc à un Rarement. moment donné, ça refroidit, quoi. Je suis désolée, ça refroidit. C'est tout, enfin pour moi, c'est le brio de cet exemple-là, la Dame Blanche, c'est qu'il faut faire l'inverse de ce que tu crois qu'il faut faire. Et c'est plutôt bien vu. Et tu en parlais, ta chaîne, elle a quoi, plus ou moins 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On va parler un peu de ce parcours et de... Parce qu'il y a ce dont on vient de parler, mais il y a le fait d'en parler, de partager, de créer cette communauté qui est la tienne. Est-ce que tu te souviens encore de ta première vidéo? La toute première fois que tu as appuyé sur le petit bouton Rec? Oh oui, je m'en rappelle. Hein. Raconte. C'était horrible. C'était horrible? En fait, ouais, c'était horrible parce qu'en fait, si tu veux, ma soeur m'avait donné une caméra. Mon chéri m'avait filé tout le matos, tout le reste. Donc la ring light, le micro et tout, tu vois. Et il m'avait dit, bon, bah alors ça y est, tu y vas. En fait, je le fais. Et j'avais dit, bon, bah d'accord. Et du coup, je l'avais fait. Et j'étais dans... Je me rappellerai toujours, j'étais dans un petit appart, tu vois, j'avais un tout petit appart à l'époque, un T1 bis, là, c'est vraiment l'appart minuscule. Et j'avais posé mon petit setup et tout, et je te jure, j'ai dû recommencer à filmer cette vidéo, je crois, au moins 5 ou 6 fois, parce qu'à chaque fois que je la commençais, je n'étais pas satisfaite. Il y avait un truc qui allait pas, je n'étais pas satisfaite, donc je recommençais. Ça avait été une torture à filmer, et encore aujourd'hui, je l'ai laissée sur la chaîne, mais je peux même plus la regarder. Tellement, genre, c'est... Non, c'est pas possible. Genre, je me trouve zéro à l'aise. Je trouve que c'est une catastrophe, cette vidéo. Je la laisse, mais par nostalgie. Mais je trouve vraiment que c'est une catastrophe. Maintenant, ça va mieux, parce qu'après, t'as l'habitude d'appuyer sur le bouton et de dire, allez, let's go. Mais au début, mais ah non, les premières vidéos, je peux plus regarder. Hein. C'est plus possible. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Alors... Premièrement, parce que, en fait, j'en parlais avec des proches et ils m'ont dit, mais c'est con. Ils me disaient, c'est con parce que tu lis beaucoup et t'as plein de connaissances sur le genre, mais en fait, c'est dommage, tu pourras en faire quelque chose et tout. Et moi, initialement, en fait, dans mes proches, si tu veux, j'ai quasiment personne qui lit de l'horreur. Quasiment personne. Et donc, du coup, j'étais très seule dans mon petit coin à lire mes bouquins d'horreur. Et je me suis dit, mais en fait, c'est con parce que si tu te fais un Insta, si tu te fais un petit. Au début, c'était un Instagram que j'avais parce que du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un Insta. Et je me suis dit, bah, tu pourras discuter avec d'autres gens, quoi. Tu pourras en parler avec d'autres gens qui lisent ça. Et du coup, découvrir d'autres titres parce que là, en fait, t'es seule dans ton coin et tu fais ton petit truc toute seule, mais tes titres, tu les découvres toute seule. T'as personne qui va te dire, oh, mais ça, c'est trop bien, il faudrait que tu lises, ça va te plaire et tout par rapport à tes goûts. Et du coup, c'est ça qui m'a fait démarrer, en fait, c'est le fait de partager avec les autres sur le genre, parce que jusqu'alors, j'avais jamais pu faire ça, quoi. Alors sur le cinéma, oui, mais pas sur la littérature. Donc c'était pour partager avec les autres, quoi, au début, ouais. Et puis une chaîne YouTube. Tu t'es dit, Ouais. passe... Après la ceinture blanche, tu te dis, ok, Instagram, c'est bien, mais je vais aller sur YouTube. Ça s'est passé comment, cette... En fait, c'est très simple. J'avais mon Insta, et en fait, mes proches, ils m'ont dit, tiens, voilà le matériel. T'as plus le choix maintenant, tu dois le faire. Je dis, d'accord. D'accord, bon bah ok, j'y vais. Et en fait, j'ai commencé, mais vraiment, j'ai commencé un peu par hasard, quoi. J'étais en mode tatillon, et je me disais, bon, bah let's go. Au pire, c'est pas grave. Si t'as 10 personnes qui te regardent, bah t'es content, tu vois. Je me disais, c'est cool, je vais tenter une nouvelle expérience. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'apprenais le montage et tout, je savais même pas monter, j'étais là, logiciel de montage,
J'étais en logiciel de montage gratuit et facile sur Google. Tu vois, je cherchais, j'étais vraiment mais débutante complet. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, bon, bah là, du coup, maintenant, ça y est, je suis sur les chapeaux de roue, je continue, mais bah, à la base, c'était totalement par hasard. Je voulais juste essayer un nouveau truc, quoi. Voilà. Et t'as appris plein de choses pendant le parcours alors. Ouais, ouais, C'est beaucoup, enrichissant, beaucoup. au-delà des partages et des rencontres, parce que tu disais, t'étais un peu seul avec tes conseils à toi-même, et il y a des partages, il y a des connaissances comme ça. C'est tout ce chemin-là qui t'a intéressé et qui fait que tu continues aussi, je suppose. Ah oui, totalement, totalement. Bah, c'est génial, quoi. Tu sais, tu as l'impression d'être un peu dans ton microcosme de personnes qui aiment ça, et du coup, tu partages avec d'autres personnes qui aiment ça. Tu partages avec des auteurs aussi. Moi, c'est hyper intéressant, quoi. T'es content quand tu partages avec des auteurs que tu lisais avant d'avoir la chaîne, et maintenant tu peux discuter avec eux, c'est trop bien. Enfin, oui, ça t'amène à faire des échanges que tu n'aurais jamais pu faire si t'avais pas commencé ça. Donc c'est génial, c'est trop bien, trop bien. Et merci Attraction Duty pour ton chin-chin. Tu bois un coup avec Jack, du Oh coup. waouh. Bah oui. Pour les gens qui te connaissent pas encore, on peut trouver quoi sur cette chaîne dont on vient de commencer à parler Forcément, quoi comme contenu? principalement on va parler principalement de la littérature d'horreur. Alors, il m'arrive de temps en temps, j'ai fait des hors-séries sur la chaîne où j'ai parlé de jeux vidéo et de cinéma, du coup. Mais principalement de littérature d'horreur. Il y a les classiques des chaînes Booktube, en fait. Hein. Et t'as les bookhauls, les updates où je vais parler des dernières lectures que j'ai faites, mes avis, etc. Et après, t'as d'autres choses, d'autres contenus, du coup, que je fais qui sont plus thématiques. C'est-à-dire, ça va être des petites listes, en fait, de lectures à faire, des graphiques. J'avais fait une vidéo sur les auteurs aussi. J'avais fait un top de Stephen King aussi. Des thématiques horrifiques. J'avais fait les meilleurs livres gore, les meilleurs classiques, les meilleurs livres d'horreur sur les sectes, etc. Enfin, d'autres vidéos thématiques. Et après, là, en ce moment, bientôt, le 1er décembre, du coup, je fais un petit challenge lecture d'horreur, en fait, qui a lieu l'hiver. Et du coup, là, il y a le challenge de la crypte qui va commencer le 1er. En gros, il y a du contenu classique que tu trouves sur toutes les autres chaînes Booktube, évidemment, parce que c'est les classiques que tu fais quand tu es sur une chaîne Booktube. Et il y a d'autres contenus thématiques voilà, que je fais. Mais principalement, du coup, ça sera que de la littérature horrifique, quoi. C'est quoi le challenge de la crypte? Tu veux nous en dire un mot? En fait, si tu veux, c'est du 1er décembre au 1er février. Et l'objectif, c'est de lire que des bouquins d'horreur sur cette période-là. Je voulais pas le faire à Halloween parce que je trouvais ça trop cliché de faire un challenge horrifique à Halloween. Je trouvais pas ça très, je trouvais pas ça très, très fun. Enfin, tu sais, ça fait encore genre ouais, tu lis de l'horreur, let's go, 31 octobre. Tu vois, je trouvais ça un peu cliché. C'est pour ça que Du je coup, t'ai je me invité disais, aujourd'hui et pas pour ouais, Halloween. C'est vrai en plus. bah oui, bien sûr, évidemment, c'est pour ça. Complètement. Mais ouais, c'est vrai. Mais souvent, ouais, c'est vrai que tu associes l'horreur à Halloween alors qu'en fait, C'est toute ça peut l'année. être toute l'année. Et du coup, je me disais en hiver, c'est cool. Et du coup, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Tu as un premier niveau pour les débutants ou ceux qui n'ont pas trop le temps de lire énormément de livres. Et du coup, là, c'est vraiment lire un bouquin d'horreur, lire un classique, lire un graphique, tu vois, vraiment des petites catégories de base. Et après, tu as un second niveau où là, c'est des catégories beaucoup plus détaillées. Donc là, c'est déjà pour ceux qui lisent. Souvent, c'est pour ceux qui lisent déjà de l'horreur. Et du coup, avec des sous-catégories où ils doivent faire leur petite pile à lire et ils lisent ce qui correspond aux sous-catégories. Donc c'est un côté vachement ludique, c'est hyper cool. Et il y a un côté multi-support parce que du coup, on peut aussi jouer à des jeux d'horreur, regarder des films d'horreur, des séries d'horreur. Donc c'est vachement bien aussi. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un hiver un peu horrifique, quoi, ce challenge. Et c'est vachement cool parce que chaque année, il y a plein de motivés. Du coup, ça fait trop plaisir. Et voilà, c'est hyper chouette. Moi, je trouvais ça sympa organisé. Je trouvais ça cool. Et donc, si vous nous écoutez et que ça vous tente, j'imagine Instagram, YouTube, bah, tu te donneras toutes les infos là-dessus, hein, j'imagine. Et au passage, David demande à quand le prochain top Graham Masterton? Parce que, bah oui, c'est bien un top de Graham Masterton. Ça n'est jamais perdu, un top. C'est dur à faire par contre.
Alors, c'est prévu. Mais après, le truc, c'est que... Alors, Graham Masterton, le gros problème qu'il y a... Alors, c'est pas un problème, c'est génial. Mais c'est aussi un problème quand tu veux faire des vidéos sur lui. Il a un C'est peu que je me écrit disais, beaucoup. ouais, je vais faire un... Ben ouais. Je me disais, je vais faire un top Graham Masterton. Mais en fait, le problème, c'est que il en a écrit tellement... Et il m'en reste encore tellement que j'ai pas lu, qu'en fait, ça se trouve, je vais faire un top Graham Masterton. Et puis, je vais en lire 20 de plus, parce que là, honnêtement, je pense que je suis pas loin quand je dis, genre, je peux en lire 20 de plus, parce qu'il en a tellement, il en a écrit tellement qu'en fait, c'est interminable, quoi. Et du coup, je me dis, compliqué de faire un top, parce que, à mon sens, pour le moment, j'en ai pas encore assez lu pour faire un top. Là, bientôt, je vais faire un top Clive Barker, parce que je sais que j'ai bientôt fini de lire tous ses livres. Donc là, je sais que pour le coup, il n'y a pas de souci. Et puis Clive Barker, il est prolifique, mais bon, on n'est pas au niveau de Masterton non plus, quoi. Mais Masterton, ce serait... Voilà, là, il va falloir que j'en lise encore beaucoup plus, je pense. Pareil, il faudrait que je me fasse un marathon Masterton où je lis que ça, quoi. Limite, quoi. Si j'ai envie de pouvoir faire un top sur lui, limite, quoi. C'est compliqué pour toi de tenir le rythme dans la création de contenu, d'une manière générale, hein, pas juste les lectures. Parce qu'au final, quand on a une chaîne, on a un Insta, on a une communauté, bah, il y a un rythme à trouver. Est-ce que c'est compliqué quand on est la Mais ça patronne dépend. de cette, Ça de dépend. cette Ouais, communauté? c'est vrai. Mais ça dépend des fois. En fait, comme tu le dis, ouais, voilà, exactement. T'es la patronne de ton propre truc. Donc, en fait, c'est toi qui montes. C'est toi qui... Et puis, on a une vie, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu bosses en même temps, que des fois, il arrive que tu aies des événements de prévus dans ta semaine aussi, tu vois, et que tu aies des trucs à faire. C'est un peu compliqué. Là, tu vois, bah, typiquement, cette semaine, c'est la galère. Je sais que cette semaine, je sais qu'il est très probable qu'il n'y ait pas de vidéo parce que je suis en galère et j'ai du mal à tenir le rythme. Mais en fait, je me mets pas de pression. Si tu veux, je me mets pas de pression parce que je me dis, alors j'essaie depuis quelques temps, mais bon, là aussi, c'est pas facile, mais j'essaie de faire une vidéo par semaine, que généralement, je mets le samedi ou le dimanche sur la chaîne, quoi. Mais, mais des fois, j'y arrive pas, quoi. Et c'est pas grave, tu sais. Des fois, je me dis, bah tant pis. Genre, cette semaine, il n'y en aura pas. Ou alors, je me dis, je la tournerai en début de semaine. Et exceptionnellement, celle-là, elle sera là le mercredi. Mais en fait, je me mets pas de pression parce que, bah, comme tu le disais, c'est ça, en fait. Tu fais ton propre truc. Et donc, du coup, tu te dis, c'est con. C'est trop. En fait, je trouverais ça trop dommage. Sachant que j'ai commencé ça à la base parce que j'étais passionnée et parce que j'avais envie de parler de ça. Je trouverais ça trop dommage que ça devienne un calvaire et qu'en fait, limite, je me dis, tu vois, le soir, je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. Et en fait, je me force à monter ma vidéo, je me force à filmer juste parce que j'ai envie de créer du contenu et j'ai envie qu'absolument j'ai une fréquence et tout. Et bah, je trouverais ça dommage parce que du coup, déjà, ça se ressentirait parce que si si je filme une vidéo quand j'en ai pas envie, bon, je pense que ça se verrait, quoi. Ça se verrait. Je serais là en mode, bon, alors voilà, voilà le bouquin, voilà, bah, tu vois, j'aurais pas envie, ça se verrait sur ma tronche. Donc en fait, je préfère allumer ma caméra ou monter quand j'ai envie de le faire. Et c'est pas grave s'il y a une semaine où il y en a pas, ou si bah, s'il y a quelques jours où je publie pas. J'ai envie que ça reste un plaisir en fait. J'ai envie que la chaîne, l'Insta et tout, ça reste un passe-temps, un plaisir et pas une corvée, quoi. C'est pas l'objectif, tu vois. C'est pas l'objectif d'en vivre, parce que tu disais t'as un boulot à côté et plein d'autres choses. Tu pourrais en vivre, tu aimerais en vivre, t'as pas spécialement Ah ben envie que ça devienne... j'adorerais, tu vois. J'adorerais, mais on va pas se mentir, c'est possible. Enfin, à mon sens, hein, à mon sens. Parce que, alors, c'est génial, hein. Si c'est possible, c'est génial. Mais honnêtement, dans tous les créateurs de contenu que je connais, du monde du livre, hein, je parle, du monde du livre. Parce qu'après, bon, sur d'autres secteurs, c'est bien différent. Mais sur tous les autres créateurs de contenu que je connais du monde du livre, t'en auras très peu, voire pas du tout, qui vont te dire j'ai envie. La plupart d'ailleurs, ils ont des tafs à côté, ils font d'autres choses à côté. C'est très compliqué parce que en fait, si tu veux, alors bon, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais à juste titre, quoi. J'ai l'impression que quand t'es entre guillemets créateur de contenu sur le livre, tu vois, t'es pas payé pour ça. On va t'envoyer évidemment des SP ou ce genre de choses, mais c'est très rare qu'on te paye pour ça.
Alors après, évidemment, comme t'es passionné, tu t'en fous. Enfin, moi, personnellement, c'est le cas, je m'en fous. J'ai pas monétisé ma chaîne, alors que je pourrais, hein, mais je l'ai pas fait. Parce que, pour le moment, voilà, déjà, j'ai la flemme totale. Comme je te disais, j'ai la giga flemme pour l'instant, parce que voilà, c'est pas pour l'instant, avec les vues que je fais, bon, voilà, je sais même, je t'avoue, je sais même pas combien ça me rapporterait, à vrai dire. Mais je pense que oui, c'est pas pas dans les mœurs, mais ouais, c'est pas dans le courant de rémunérer les créateurs de contenu qui parlent de livres. Donc forcément, j'aimerais, ce serait génial, parce que t'imagines, c'est trop cool. Tu parles de ce que t'aimes, et puis non, ça fait trop plaisir. Mais c'est très peu probable, quoi. Très très peu probable. En disant que je garde les pieds sur terre. On On va parlait dire ça comme ça. on parlait des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être omniprésent en 2023, peut-être en 2024 aussi? C'est la clé, être omniprésent ou être régulier? Régulière? C'est quoi? Parce que certaines personnes disent, ok, les créateurs de contenu, tu peux pas partir en vacances. Si tu t'arrêtes 2 semaines, tu n'existes plus. Tu penses quoi de ça? Parce que tu viens de dire clairement, cette semaine-ci, hop, galère, pas de vidéo. Moi, j'ai toujours été persuadé que le monde continuait de tourner, mais la vérité, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Je l'ai vu avec mes 2 dernières semaines de pause ici sur la chaîne. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Bienvenue, René, JDR, au passage. Merci pour le follow. Ça dépend du compte, ça dépend du, comment dire, ça dépend du réseau sur lequel t'es. Toi, sur Twitch, c'est un enfer. Genre, sur Twitch, t'es absent. Il y a énormément de créateurs de contenu sur Twitch qui disent ça. Hein. T'es absent 2 semaines, c'est un enfer. C'est un enfer. Les créateurs de contenu sur Twitch, et alors encore pire, je pense, pour ceux qui en vivent, c'est une catastrophe. Alors que sur YouTube, t'as quand même plus de place à l'absence, on va dire entre guillemets. Parce que du coup, t'as pas de contraintes. Si t'es absente, dans tous les cas, t'as pas ce truc sur Twitch qui fait que, sauf si tu laisses tes rediffs évidemment, mais que ton live disparaît et que voilà, t'es pas à l'instant T. Sur YouTube, par exemple, tu vois, moi, les vidéos que j'ai mis, quand je suis absente, t'auras toujours des gens qui vont découvrir la chaîne et qui vont débarquer et qui vont regarder des vidéos qui datent, tu vois, je te dis une connerie, d'il y a 2 semaines ou un mois ou 3 mois. Tes vidéos, elles restent, quoi. Alors que, effectivement, t'as d'autres réseaux, on t'oublie très vite. Insta, c'est pareil. Je pense que c'est encore pire que YouTube et Twitch. T'as aucune pression sur Insta parce qu'en fait, tu mets ton contenu à l'instant T quand t'as envie de le mettre. Alors après, c'est vrai, sur Insta, il y a plus ce truc de on t'oublie un peu. Parce que si tu publies pas du tout, personne ne voit tes publications. Donc oui, c'est vrai que tu te fais un peu plus oublier, j'ai l'impression. Mais sur YouTube, à mon sens, hein, t'as ce truc t'as ce truc des vidéos qui restent et qui fait que du coup, même si t'es absent 1 semaine ou 2, ça passe, on va dire. Parce que Mais ça représente quand même du monde, hein, ta chaîne. Parce que quand on en parle comme ça, c'est malgré tout des milliers de vues. Hein, donc on disait une niche, mais une grande niche pour un grand chien. et ça, j'imagine, ça fait plaisir de voir des milliers de vues sur ces vidéos. Enfin, j'imagine même très très bien que ça fait du bien. Mais tu le vis assez sereinement. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en t'écoutant, c'est que tu t'es pas en train de regarder tes stats tout le temps. Ça va, si ça va mieux, tant mieux. Si c'est un peu moins bien, c'est pas très grave non plus. C'est une qualité de vie aussi, de se dire, de laisser ça à sa place. Parce que je pense que si tu en vivais, alors ce serait très différent. Ah bah c'est clair. Au niveau C'est de clair. la perception des choses. Et c'est ça que tu veux éviter, peut-être, aussi? De te sentir coincé, en fait, dans... Ah mais non, c'est pas un truc qui me stresserait, tu vois, mais c'est pas un truc qui stresserait, mais j'avoue qu'effectivement, moi, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai ce truc très... en fait, je sépare énormément les deux, si tu veux. T'as ma vie privée et ça. Mais en fait, et les deux sont très séparés. Et en fait, si tu veux, alors après, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en serait, tu vois, si vraiment je vivais de cela, parce qu'effectivement, j'imagine que quand tu vis de ça,
t'as des mois où t'as un moins bon salaire, t'as des mois où t'en as un meilleur, selon ce que tu fais comme contenu, etc. Donc je pense que t'as une pression supplémentaire effectivement sur les épaules de te dire, putain, le mois dernier j'ai touché tant et ce mois-ci, tu vois, je touche ça, quoi. Alors que là, en fait, j'ai aucune pression parce que si tu veux, moi, tant que ma vie privée, tout va bien, bah, ça me va très bien. En fait, c'est un passe-temps que j'ai, mais je sais que si un jour ça disparaît, si un jour YouTube disparaît, si tout ça, ça disparaît, mais dans tous les cas, ma vie, elle, en dehors, ne disparaîtra pas, tu vois. Et donc, ouais, je me mets pas de pression vis-à-vis de cela parce que même avant YouTube, même avant Insta, j'aimais lire. Avant tout, en fait, c'est les bouquins que j'aime, tu vois, et c'est partager autour des bouquins. Si un jour tout disparaît, et puis bah, c'est pas grave, tu vois. Même si je kiffe, bah, c'est pas grave. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Et donc séparation privé et les livres de la crypte, mais le privé t'offre du matériel pour que tu continues. Et ça fait plaisir. Merci les proches, sachez-le, Bah on oui. vous aime. Ça c'est une question, alors elle revient souvent, elle me tient à cœur aussi, et je le vois, alors moi je le vois moins étrangement, mais c'est peut-être normal finalement. Sur les réseaux, il y a des gens respectueux. Oui, oui, ça existe. Ils et elles existent. On vous aime. Mais il y a les autres. Est-ce qu'il y a des Oui. choses qui t'énervent parce que Alors on va résumer, il y a quand même des gros lourds, d'une Ah oui. manière générale. Et j'imagine que c'est parfois un peu compliqué. Et alors, la situation entre les hommes et les femmes doit être très différente. Je peux pas juger parce que je connais ma partie. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est assez bienveillant et que finalement, t'es assez préservé de tout ça? Parce que j'ai vu passer, alors je vais la faire courte parce qu'il est tard, mais j'ai vu passer des choses dans le milieu des livres, etc., où je me dis, ok, quand les gens sont avec leur clavier et leur écran, c'est pas les mêmes que quand on les voit en face à face dans la rue. Et j'imagine que tu dois voir ça aussi dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent ou est-ce que ça se passe bien? Parce que ça pourrait aussi, parce que je le répète, il y a beaucoup de gens qui sont respectueux et heureusement. Mais il y a aussi les autres. En tout cas, j'ai Oui. l'impression. Ben, en vrai, moi, je t'avoue, j'ai le sentiment d'être un peu privilégiée parce que oui, comme tu le dis très bien, honnêtement, 99% des personnes avec qui j'ai l'occasion de parler ou avec qui je parle, etc., c'est des gens qui sont, c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils, et qui, même s'ils émettent des critiques, c'est toujours des critiques constructives, c'est toujours intelligent. Enfin, vraiment, genre 99% des personnes avec qui je parle sont juste extraordinaires. Et c'est des personnes extraordinaires, hyper compréhensives, gentilles et tout ce que tu veux. Après, effectivement, oui, ça, c'est un truc à savoir quand tu te lances quand tu te lances sur YouTube ou quand tu te lances sur les réseaux en règle générale. C'est que, bah oui, évidemment, tu as toujours 1% de personnes qui sont insupportables. Voilà, il faut le dire. C'est vraiment, et c'est horrible parce que là, vraiment, je suis désolée, hein, mais c'est horrible ce que je vais dire. Mais la plupart du temps, ce 1% là que j'ai pu avoir, c'était toujours des hommes. C'était toujours des hommes. Les personnes qui, à chaque fois, ont été insupportables, abjectes, des personnes que j'ai bloquées, ou voilà, ou vraiment qui ont été horribles, c'était toujours des hommes. Et vraiment, systématiquement, je n'ai, honnêtement, pour le moment, là, je n'ai jamais eu une seule femme qui m'a insulté, m'a jugé sur mon physique, m'a dit que je ne comprenais rien, hein, aux livres que je lisais quand je les aimais pas, hein, parce que voilà, ça c'est des commentaires qui reviennent aussi des fois, donne, c'est super sympa, t'es là, t'es en mode. Ou alors des gens qui me disent non, mais comme tu es une femme qui lit de l'horreur, tu prends les choses de façon trop sensible. Donc en fait, tu parles avec tes émotions et par conséquent, tu n'analyses pas l'œuvre correctement. Et ça, c'est extrêmement chiant, vraiment, c'est extrêmement chiant. Ou alors, bah oui, comme je te disais, tu fais une vidéo, tu l'as bossé terrible, t'es content du résultat, et puis bah, t'as un mec qui dit ah, oh, non mais ah oui, mais tes cheveux là, ça va pas, t'as un épi, toi t'es là, t'es au bout du rouleau. Il y a aussi, bah, évidemment,
les personnes qui se croient sur Mythique, hein, donc qui vont te mettre des commentaires, genre est-ce que t'es célibataire ou t'envoyer des photos très suggestives, hein, très suggestives. Voilà, ça m'est arrivé aussi. Mais voilà, tu vois. Mais ça, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est un truc. Bah, de toute façon, dès que t'es créateur de contenu ou que tu es sur Internet, t'as toujours ce 1% là. Et évidemment, bah, quand tu es une femme, il y a toujours ce pourcentage de lourds qui existe. Mais tu vois, au début, j'étais gentille. Je les bloquais pas forcément parce que j'étais gentille. Je me disais bon et tout. Et puis en fait, j'en discutais avec des abonnés parce que des fois, je faisais des stories en fait de sélection, si tu veux, de commentaires. Et je mettais les commentaires les plus hallucinants que je recevais, tu vois. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu les bloques pas? Et en fait, je me suis dit, mais ouais, bah maintenant, je m'en fous. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre un commentaire complètement stupide, en fait, bah, je le bloque. Voilà, et je perds plus de temps. Et du coup, ça va. Mais je t'avoue, oui, effectivement, non, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est la communauté du livre, tu vois, mais j'ai l'impression que on a de la chance, entre guillemets, dans le monde du livre, et la plupart des gens sont très gentils et quand même très très bienveillants, tu vois. C'est très très rare. Après, c'est vrai que oui, quand tu te lances sur les réseaux, il faut quand même accepter le fait que tu auras toujours une petite part de ça. Ça fait partie du jeu, quoi, on va dire. Revenons au livre, pour terminer gentiment cette soirée ensemble. C'est quoi ton coup de cœur de l'année pour l'instant? Parce que je l'ai pas encore tout à fait fini, et puis il y a un challenge qui commence, donc il peut encore se passer des choses. Oui, c'est vrai. Il peut toujours se passer des choses. Euh, J'en ai eu quelques-uns. J'ai Even de Mieko Kawakami qui était très bien. Je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français et il est sous le même titre. Donc c'est Even de Mieko Kawakami. C'est un bouquin très dur. En fait, si tu veux, c'est pas un bouquin d'horreur en tant que tel, mais c'est quand même horrible. C'est sur le harcèlement scolaire et en fait, tu suis deux personnages. T'as une jeune fille et un jeune garçon. Et en fait, ils vont se lier d'amitié. Les deux se font harceler, hein, en fait, dans l'école, dans le collège dans lequel ils sont. Et c'est très beau, en fait. C'est très, très beau. C'est hyper cathartique quand tu connais un peu le sujet. C'est très juste. C'est hyper bien écrit. Euh, c'est une écriture sans fioriture, c'est-à-dire que t'as pas 36 000 détails. Mais c'est hyper touchant et honnêtement, je crois que c'est l'un des livres qui m'a le plus touché cette année. J'ai failli pleurer en le lisant tellement c'était incroyable quoi. Enfin, vraiment une pépite ce livre. C'était trop bien. Et puis de créatrice de contenu, marraine du Frisson Festival. Oui, C'était il y a quelques temps. Tu gardes quoi comme souvenir de cette expérience? Parce que la création de vidéos, de parler des livres, ça amène à des projets, des rencontres, à plein de choses. Ça, c'en est un. C'était il y a pas très longtemps. Ça fait quoi d'être marraine? c'était ouf. C'était ouf. Je te jure, quand Philippe, l'organisateur, il m'a proposé ça, j'avais le giga syndrome de l'imposteur. Que j'étais en mode, mais pourquoi moi, tu vois? Genre vraiment, je trouvais que c'était hallucinant. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite parce que bah, j'ai trouvé ça trop bien, tu vois. Et j'en garde des souvenirs, mais juste impérissables, tu vois. Il y avait même un tatoueur sur place, et du coup, je suis repartie avec un petit tatouage sur le bras pour garder un souvenir, tu vois, du truc, parce que c'est hyper symbolique, en fait. Tu vois, c'est- tu rencontres des gens dont tu kiffes le travail, et tu passes tout le week-end avec eux, enfin, tu vois, t'as l'impression hein, quelque part que c'est un peu la consécration du truc, c'est trop bien quoi. Tu vois, là, c'était hallucinant. J'ai quand même passé le week-end avec Patrick Sénécal, alors que enfin, c'est un de mes auteurs préférés quoi. Je le connaissais avant même d'avoir la chaîne et je lisais ce qu'il faisait avant même d'avoir la chaîne. Et là, tu le rencontres en vrai. Voilà, tu rigoles, tu bois des coups, tu passes tout le salon, tu passes tout le salon avec lui et tout, c'est trop bien. Et puis, c'était trop bien ce week-end parce que t'as l'impression que t'es, tu sais, ouais, là encore, dans un microcosme de toute la littérature d'horreur francophone. C'était inoubliable. Franchement, trop de souvenirs pour tout te dire, trop de souvenirs. Genre, vraiment, je suis repartie la tête dans les étoiles. C'était trop bien, quoi. Et Génial. bonsoir Rudy, on parle horreur avec Jody, les livres de la crypte. On parle bouquin, on aime bien, et puis là, on était sur le Frisson Festival. On arrive à la fin de tout ça, mais c'est quoi tes projets alors pour 2024? T'as déjà un bout de challenge qui déborde jusqu'à février.
Est-ce qu'il y a des projets, des choses que, j'imagine, tu te dis, alors ok, comment est-ce qu'on va nourrir cette nouvelle année qui commence? J'imagine que les gens te proposent des tas de choses. Euh, Qu'est-ce que tu nous réserves? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu n'as peut-être pas envie non plus. Ouais, j'avoue, je peux pas vraiment Non. tout dire. En fait, ce que je peux te dire déjà, c'est que sur mon PC, j'ai plein de bloc-notes partout sur mon bureau, avec plein d'idées de ce que j'ai envie de faire, tu vois. Les- je, je, je pioche dedans en permanence. Donc, je pioche dedans en permanence quand j'ai envie de faire des trucs. Et juste, voilà, je choisis un petit peu partout, tu vois, ce que j'ai envie de faire. Donc, je sais déjà qu'en 2024, genre, j'ai plein de vidéos à tourner, plein de concepts à tourner et tout, qui vont être trop bien. J'aimerais bien développer aussi le Twitch parce que forcément, je suis clair, je suis pas du tout, je suis pas du tout constante là-dessus. Je suis une grosse boumeuse du Twitch. Enfin, à chaque fois que j'ai fait un live, c'était cool, hein. Moi, j'ai grave kiffé. Mais effectivement, non, je suis pas du tout. Voilà, je suis à tâtons encore sur là-dessus, donc j'aimerais bien développer ça un peu plus, quoi. Et, euh, On en et reparle hein, de puis ça, après, tu ouais, vois. ouais, Il y a moyen de faire des choses. effectivement, Ça peut être il y a très chouette. possibilité de faire des choses. Mm. Et puis je trouve ça con parce qu'en fait, il est mort. Là, actuellement, il est mort. Et en fait, je me connecte, mais de façon complètement impromptue. Et du coup, après, les gens, ils me disent: Oh, mais putain, mais non, mais on savait pas et tout. Parce qu'en fait, juste, je suis là en mode: Oh, je suis une humeur de faire un live aujourd'hui. Et puis voilà, j'allume le truc. Et je préviens pas les gens, quoi. Mais ouais, ce serait principalement ça. Et puis, continuer à kiffer. Que ça dure, hein, finalement. C'est un peu l'objectif. Mais du coup, je peux pas spoil Non, les prochains trucs que j'ai il sortis. faudra Mais suivre il y en a les... beaucoup. On va suivre les vidéos, on va suivre Instagram. Le petit robot vous met tout ça dans le chat, donc n'hésitez pas à suivre les liens. La petite question traditionnelle avant de te laisser le mot de la fin. Imaginons que la boîte ait des super pouvoirs. Et oui, elle est comme ça, elle est comme dans Hellraiser. Néanmoins Incroyable. moche. Et qu'elle puisse te faire traverser le temps pour que tu te retrouves, toi, quand tu avais une dizaine d'années, par exemple. Mais ça peut être 15, ça peut être 8, ça peut être ce que tu veux, parce que je suis un mec très 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 gentil, en vérité. Tu aimerais dire quoi à l'enfant, l'ado que tu étais, avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Si tu avais quelques secondes, minutes à passer avec toi-même. Ah, c'est pas facile, ça, dis donc. Non. Je lui dirais, je pense que qu'il faut pas qu'elle ait honte de qui elle est, que c'est pas grave si, c'est pas grave si les gens la trouvent bizarre à l'école et s'ils sont méchants avec elle, parce que au final, tout ira mieux plus tard. Qu'elle trouvera d'autres gens qui aiment les mêmes choses qu'elle et que, et que tout ira bien. Voilà, juste que tout ira bien. Qu'il faut pas qu'elle s'inquiète et que tout ira bien. Eh ben, je suis content de savoir que tout ira bien. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous avant que je te dise avec beaucoup d'émotion à quel point c'était une chouette soirée en ta compagnie? Merci encore d'avoir été avec nous. Je te laisse le mot de la fin pour Et conclure tout ça. déjà, je veux te remercier du coup pour cette invitation parce que c'était trop cool. J'ai passé une très bonne soirée. C'était trop bien. Donc, je voulais juste te dire merci pour terminer. Et puis, faire un petit bisou à toutes les personnes qui du coup étaient là avec nous ce soir. Voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup à toi, Frédéric. C'est très gentil de m'inviter ce soir. C'était un vrai plaisir.